Je vais vous raconter mon parcours parce qu'il a été prouvé que l'on comprend mieux en racontant des histoires. Je m'appelle Laureline, passionnée par l'aventure et la vie sauvage. J'aime réaliser des images avec simplicité et authenticité. Je parcours l'environnement afin de révéler la poésie de la vie sauvage, dans une démarche éthique et respectueuse des milieux naturels. En quête d'images qui touchent notre part de sauvage et d'imaginaire, je débute mes recherches sur le terrain, depuis la plaine, sac à dos bien rempli. Mon objectif est de découvrir les différentes espèces qui se dévoilent face à moi et de comprendre l'importance de la biodiversité. Chaque instant diffère du précédent. Sur une heure, on salue la pluie, un soleil enivrant, et plus tard, des nuages teintés d'une nuance de gris. Dans la forêt, une incroyable lumière s'y dégage. Le vent à venir fera tomber les dernières aiguilles d'ici peu. La montagne s'allège un peu de la fréquentation estivale afin de laisser place aux ambiances plus froides. Le brouillard et la pluie exagèrent les couleurs. Nous sommes fin novembre. La brume et les nuages ajoutent leur touche à l'ambiance sauvage. L'automne touche à sa fin, le froid s'installe et les paysages se ternissent. Ici, la vie est rythmée par les saisons. Mais il y en a une en particulier que la faune sauvage redoute. Ces premières neiges marquent l'arrivée de l'hiver. Aujourd'hui, je me prépare pour une expédition hivernale dans une partie du territoire alpin, les sommets du Mercantour. Bout de terre insolite où les montagnes croisent la mer, le parc national est l'un des plus sauvages du pays. Il est situé dans le sud-est de la France et protège les marmottes, les chamois, les bouquetins ou encore d'autres espèces moins emblématiques des Alpes-Maritimes. À la recherche d'instants magiques et éphémères, c'est au peuple des montagnes que j'ai décidé de me consacrer. Ces habitants qui, à la vitesse où l'homme détruit peu à peu son habitat, seront sûrement moins nombreux après. C'est donc un véritable privilège d'assister à ces moments de vie, des moments où le temps se fige. Lumière féerique et autres ambiances nuageuses, les occasions de réaliser de belles images ne manquent pas ici. Mais avant de ne faire qu'un avec la nature, je dois tout d'abord la comprendre, réapprendre ses règles et ses codes. La nature abrite de nombreuses espèces et on se doit de les observer avec respect. Il est très important de savoir à qui appartient les territoires sur lesquels je m'aventure. Première offensive de l'hiver. La neige a recouvert les sommets et les fonds des vallées. Nous marchons, nous grimpons. Nous choisissons des pentes légères, d'autres fois des chemins plus escarpés. Certains jours nous avançons vite et d'autres plus doucement. La difficulté est variable, ce n'est pas toujours évident de tenir le rythme, surtout dans un environnement aussi hostile et immaculé de blanc. Ces instants et ces endroits nous rappellent à quel point nous sommes tout petits. D'après moi, la montagne symbolise un but, un objectif, et les sentiers que l'on emprunte sont comme des choix de vie. Chaque sentier est une étape importante qui me prépare au chemin suivant. Ils sont riches d'expériences et de nouvelles rencontres. Car seuls, nous le sommes rarement. Nous sillonnons entre les arbres, franchissons des ruisseaux de pierre en pierre et traversons les retranchements de quelques animaux sauvages. L'art est dans la nature et je deviens témoin de ce qui se passe. Un voile de flocons, c'est un endroit rêvé pour les oiseaux. Ils viennent s'y reposer lorsqu'ils en ont le cœur gros. Bien plus que l'altitude, c'est le relief qui conditionne l'établissement de certaines espèces, telles que le bouquetin ou le chamois. D'autres animaux partagent le même territoire, comme par exemple cette curieuse hermine. Nous immortalisons cet instant unique et furtif dont on est les seuls spectateurs sur le moment, pour ensuite le partager. Vient l'heure d'une période difficile que devront affronter les animaux sauvages. Les sources de nourriture se font rares et difficiles à atteindre. La neige tombe en abondance et c'est en les observant que je me rends compte de leur quotidien aride. Au-delà des derniers arbres, dans une immensité de pierres et de neige, j'aperçois des traces fraîches en bordure de route. Je vois apparaître le passage d'un animal.
Je l'imagine alors, gambadant dans la neige et m'attendant au virage suivant. Ici, un chamois navigue à travers un paysage brut et délicat, tel un dessin en fusain. Lorsque je me balade, je ressens toujours la sensation de passer à côté de quelque chose d'incroyable. Car même si je ne les vois pas, eux m'observent. En réalité, je ne maîtrise rien. Je suis sur leur territoire et c'est eux qui décident. Décembre, nous prenons le chemin de ces hauteurs désertées par les hommes, où les bouquetins en plein rude sont de plus en plus actifs et animent crêtes, versants rocheux et pentes enneigées. Je m'imprègne de leur beauté et de leur charisme. Ces moments appartiennent à un autre espace-temps, à mon monde imaginaire. L'isolement de certains jours d'hiver me permet d'expérimenter une solitude inhabituelle. La rigueur du vent et du froid offre à mon esprit un espace de réflexion. Dans quel monde vivons-nous ? Nous sommes tous semblables et pourtant tous différents. L'hiver touche à sa fin, les ambiances brumeuses du matin, les jeux de lumière réinventant sans cesse les décors. Le paysage se métamorphose. La nature se renouvelle et dévoile ses plus belles couleurs. Le printemps s'installe et de nouvelles naissances voient le jour. Nous avons croisé le chemin d'un jeune bouquetin. Il n'a pas l'air effrayé. En même temps, il a l'air sous bonne escorte. Un dernier regard vers moi pour s'assurer que je ne suis pas trop près, et un dernier regard vers le petit pour s'assurer qu'il ne va pas trop loin. Le bouquetin est peut-être moins farouche que d'autres animaux et tolère la présence de l'homme. Néanmoins, il reste tout de même un animal sauvage. Bloqué dans un système peu réactif à la biodiversité, certaines associations œuvrent pour sensibiliser le public aux questions environnementales et climatiques. La biodiversité, au final, qu'est-ce que c'est ? C'est la diversité du monde vivant. Les écosystèmes, les populations, les individus, les espèces ou encore les gènes. Elle est aujourd'hui menacée et sans être moralisateur, ma mission va être de comprendre auprès de différents professionnels comment peut-on agir à notre échelle. Mon travail est de quantifier les ressources en eau, principalement souterraines, et leur qualité. Ce que l'on observe actuellement, c'est en fait la composition de deux processus différents, c'est-à-dire un processus naturel qui va après le petit âge de glace vers un réchauffement naturel, où un certain nombre de chercheurs ont fait les dessins des glaciers de l'époque, et on voit bien que 1750, c'est à peu près l'optimum des glaciers, et après, on arrive à descendre, donc avec une augmentation de la température. Se conjugue à ce processus naturel et un processus anthropique qui est à la révolution industrielle, à peu près vers 1850. Et effectivement, on peut penser qu'entre 1850 et 1960-1980, on est dans un phénomène d'inertie climatique qui, par contre, avec l'effet anthropique, on peut penser que depuis 1980, on a certaines variabilités du climat qui est due à ce facteur anthropique. La pollution, elle est de différentes sortes. Il y a effectivement un processus anthropique, essentiellement. On a une véritable contamination qui entraîne des maladies respiratoires, donc un impact direct, je dirais, sur la population. Après, vous avez tous les résidus des processus industriels qui vont aussi aller dans la nature avec une problématique, c'est que, contrairement par exemple à des résidus domestiques, où il faut vraiment minéraliser fortement les eaux pour qu'il y ait un impact sur la santé, et les éléments traces, comme les antibiotiques, à très 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 faible dose, vont avoir un impact sur l'être humain. Vous avez les problématiques en surface de stockage des déchets qui peuvent impacter l'eau, mais qui impactent aussi le sol. C'est-à-dire que dans toute la chaîne, le phénomène industriel principalement va polluer la totalité de l'hydrosphère et de l'atmosphère. Évidemment aussi les océans, qui est un grave problème, c'est les plastiques, ou un certain nombre de plastiques. Alors c'est pas le plastique en lui-même, c'est la manière dont il va se dégrader en microplastique et en nanoplastique, évidemment, qui est avalé par les animaux et qui se stocke dans les chairs des animaux, évidemment, que l'on va manger derrière, et qui va effectivement impacter l'être humain, puisque là on va avoir des concentrations très élevées. Ce sont des très petites particules qu'on ne peut pas voir, donc qu'on va ingérer sans le savoir. Donc depuis 36 ans, je travaille dans la fonction publique d'État,
plus particulièrement dans le domaine de la biodiversité. Au départ, pendant 16 ans, ça a été plus le domaine de la forêt, et ensuite ça a été biodiversité au sens large. La perte de biodiversité, c'est quelque chose qui est connu de tous. Je veux dire, maintenant, on a quand même suffisamment de moyens d'information, on nous en parle très facilement dans les médias et même notamment à la télé. Mais par contre, la perte de biodiversité n'est pas forcément une notion très concrète pour chacun. C'est-à-dire qu'au-delà des chiffres, les gens ne savent pas forcément en quoi ça consiste. Oui, la perte des espèces, lesquelles? Bien souvent, on pense voilà, des espèces telles que l'ours polaire, le tigre, l'éléphant. Mais quand on parle de perte de biodiversité chez nous, citer les espèces qui sont en déclin, ça devient déjà un petit peu plus difficile. Alors, au-delà des espèces, c'est vrai que souvent on parle de telle ou telle espèce d'animal, malheureusement le déclin des populations d'espèces est aussi le reflet de la dégradation des milieux. Parmi les causes de dégradation de la biodiversité et des milieux, il y en a plusieurs, notamment l'artificialisation, qui est quand même un phénomène galopant. On a quand même beaucoup de projets. On estime que c'est environ un département, l'équivalent d'un département français qui disparaît tous les 7 ans, ce qui est quand même énorme, et qui nous fait nous interroger sur la responsabilité qu'on a par rapport aux générations suivantes, c'est-à-dire qu'on est sur un développement effréné de projets, avec des fois des projets qui datent d'il y a longtemps, et qui sont peut-être surdimensionnés ou qui ne correspondent plus forcément aux attentes de la société. Parfois, on a un raisonnement qui se fait comme si finalement on était la seule génération à pouvoir profiter de ce développement, sans penser que les décisions de cette nature qu'on a à l'heure actuelle vont rester pour des décennies, voire ad vitam aeternam. C'est aussi peut-être expliquer que découvrir le monde animal, c'est quelque chose, voilà, ça demande énormément de patience, de se mettre à l'écoute, que c'est pas forcément, qu'il ne faut pas le faire à n'importe quel prix. Je crois qu'il doit y avoir une certaine éthique derrière. Et on est quand même dans une société qui est de plus en plus vers, faut faire du sensationnel. Il faut faire attention, je pense, on a cette responsabilité en tant que naturaliste et cinéaste ou photographe, de se dire je ne veux pas la photo coûte que coûte. Et savoir renoncer. Si par exemple je vois que l'animal est en alerte, que je risque de perturber à une période de sensibilité telle que la reproduction des oiseaux, ou il y a aussi d'autres périodes qui peuvent être sensibles, c'est aussi savoir renoncer à mon projet. Peut-être que je ne ferai pas la photo que j'espérais, mais au moins ce respect de la nature, j'aurais pu le traduire vraiment en acte à travers ce que je produis. Et donc je pense qu'il y a vraiment une grande responsabilité aussi dans la façon dont on informe les gens, dont on les sensibilise, parce que tout un chacun, nous on est en tant que naturaliste, on sait très bien ce qu'il faut faire ou pas faire. La personne, je veux dire celui qui est moins averti, n'a pas forcément conscience de toutes ces perturbations. Quand on va dans les milieux naturels et que voilà, je vois des fois des enfants qui crient, qui sautent dans tous les sens, oui, bon, c'est propre de l'enfant d'être expansif. Mais si on n'apprend pas à ces enfants que finalement la nature c'est aussi un terrain où il y a beaucoup d'êtres vivants qui peuvent être perturbés, affolés par notre comportement, d'une part l'enfant n'évoluera jamais dans le bon sens, et d'autre part il ne découvrira pas aussi cette magie d'apercevoir l'animal, de pouvoir l'observer sans même lui faire peur. C'est une expérience qui est vraiment incroyable et qui après vous engage à prendre encore plus soin de la nature. Mais si malheureusement on déambule dans la nature comme on déambulerait dans son jardin, dans une cour de récréation, non seulement on sera un élément perturbateur, et en plus on ne pourra jamais vraiment comprendre ce qui se passe dans la nature. Se poser la question, j'ai envie d'agir, comment je peux faire, avec qui, et avoir cet esprit de co-construction, c'est-à-dire on œuvre ensemble, on fait route ensemble pour essayer que la biodiversité se porte le mieux possible, je me dis que là l'espèce humaine aura compris quelque chose. Et souvent, j'ai la petite histoire du colibri, je ne sais pas si ça parle à beaucoup d'entre vous, mais ce petit oiseau qui, lors d'un incendie en Amazonie, apporte une petite goutte d'eau, et les autres animaux qui se moquent de lui en disant « mon pauvre, mais c'est pas avec ça que tu vas y arriver ». Et cette parole du colibri de dire « oui, peut-être que je ne vais pas y arriver, mais au moins j'aurai fait ma part ». Eh bien, faisons notre part. Grâce à ces entretiens, nous avons pu constater 5 grandes causes de perte de biodiversité. La destruction de l'habitat, les espèces envahissantes, la pollution, le changement climatique et la surexploitation des espèces. En effet,
les animaux manquent de plus en plus d'habitats pour s'abriter, se nourrir et se reproduire. La végétation a besoin d'être plus naturelle, plus libre et moins sophistiquée. La nature, malheureusement de plus en plus silencieuse et fragile, est d'une grande beauté. Une beauté qui est partout où l'on prend le temps de l'observer. Elle est précieuse et nous nous devons de la préserver, car de son bien-être et de son équilibre dépend notre avenir. Deux univers si proches et pourtant si différents, mais je suis certaine qu'une harmonie est possible. Continuellement en quête de nouvelles connaissances, je me suis intéressée au parc Coulombe proposant aux citoyens une balade entre garrigues et animaux en semi-liberté. Après avoir obtenu l'accord, je décide de m'y rendre seule pour observer la faune et la flore. Mais malgré tout, il me semble être en bonne compagnie. Dans ce contexte, il m'est indispensable de connaître les animaux sauvages. Ces informations me permettront d'identifier les empreintes et tout autre indice de présence ou de passage, comme des empreintes, des fesses, des broutilles ou des restes de repas de prédation. Tous ces indices me permettront de localiser les animaux. Le piège photographique est l'outil idéal afin d'étudier les différents comportements qu'adoptent les animaux lorsque le parc est ouvert au public et lorsqu'il est fermé. Aujourd'hui, j'ai découvert un terrier. Le piège photographique me permettra d'avoir un œil discret dessus, jour et nuit, pour ainsi savoir s'il est occupé et par quel animal. Savoir de quel animal il s'agit est une information importante, car lorsque viendra le printemps, il se peut que le terrier soit occupé par de jeunes blaireaux ou renardeaux. Apparemment, je ne suis pas la seule à garder un œil sur ce terrier. C'est un jeune daim qui se présente à la lisière du bois. Les meules sur la base de son crâne sont à peine formées. Un peu plus loin, tout s'emballe. Je comprends que derrière ce jeu s'instaure une hiérarchie. Et il n'est vraiment pas difficile de savoir qui est le dominant. Après tant d'agitation, vient enfin un moment de repos. Curieuse, je retourne voir le terrier. Bonne nouvelle! Il est habité par un couple de blaireaux et un colocataire pour le moins original. Il n'est pas rare de voir ces deux espèces cohabiter ensemble. Je rencontre également leurs voisins, les grands comme les petits. Après avoir visionné des heures de rush, j'ai pu constater que les cervidés et les ovins agissaient différemment. Les animaux sont attentifs et aux aguets lorsqu'il y a une présence humaine. Ils restent détendus lorsqu'il n'y a aucune fréquentation.
Chacun vague à des préoccupations différentes. Boire, manger, dormir, jouer, se lécher, faire sa toilette, ou encore se chamailler. En avance par rapport aux cervidés, les mouflons durant les mois de mars et avril mettent bas. Généralement, les espèces ont chacun leur territoire et ne se croisent pas réellement entre elles. Mais il arrive que de temps en temps, ils s'y fréquentent comme ce daim et ce cica, qui décident de manger côte à côte. Il arrive qu'il y ait également de petites confusions, comme ce petit mouflon qui pense avoir rejoint son groupe. Le piège photographique nous permet aussi de décortiquer chaque mouvement, comme ici avec ces mouflons. On peut ainsi observer les différents sauts et postures d'une femelle et de ses deux jeunes. Nous pouvons distinguer chaque détail qui serait impossible de voir sans approcher l'animal. Ici, ce daim et ce cica ont perdu leur bois au printemps, mais voilà qu'ils commencent à pousser à nouveau. On peut distinguer la différence des couleurs du pelage d'été et des bois des deux espèces. Dans la vidéo suivante, on aperçoit deux biches dont une qui va bientôt mettre bas. Le piège photographique a de nombreux avantages et nous montre que malgré la ville, une riche biodiversité s'y trouve. En effet, j'ai découvert des espèces non répertoriées dans le parc. Des écureuils roux, différents oiseaux, des martres de pin, des lièvres dont certains se camouflant dans la nuit, des blaireaux, des renards se promenant anonymes à l'ombre de la ville, dont un qui a malheureusement la queue cassée, ou encore ces perdrix gallinacés de petite taille. Ici, la nature vit en harmonie, même si quelques querelles n'échappent pas à la règle. Au fil d'une journée sur les sentiers forestés, loin de l'agitation du monde, se construit la transmission d'une passion et d'un émerveillement pour la vie sauvage. Après cette immersion dans la nature, que peut-on faire à notre échelle afin de préserver telle espèce ou tel habitat? Aménager son jardin, son balcon, son rebord de fenêtre pour y accueillir la faune et la flore? C'est un bon moyen d'agir à notre niveau pour favoriser la biodiversité qui nous entoure. Le point de départ reste la volonté de prendre conscience et l'envie d'évoluer. Il ne revient donc qu'à nous-mêmes de décider si oui ou non nous agissons. Chacun son rythme, chacun sa route. Nous avons tous notre propre mission et notre libre arbitre.